Comment un ancien enseignant ayant avoué une agression sexuelle sur mineur peut-il éviter la prison? Oui, elle vient d'être condamnée. C'est incroyable pour quiconque voit ce titre. Nous allons exposer ce que nous savons et nous allons inviter un ancien procureur et expert dans ce type d'affaires, Dan Shor. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Quel titre impressionnant! Un ancien enseignant plaide coupable d'agression sexuelle sur un élève mineur et n'a pas été condamné à la prison. Votre réaction pourrait être « Attendez, quoi? » Ouais, on va au Texas. C'est là que Brandon Hargrove, ancien professeur de sport au Brésil et aujourd'hui âgé de 45 ans, a plaidé coupable à une série de crimes. 6 chefs d'agression sexuelle sur mineurs, 4 d'attentats à la pudeur sur mineurs par contact et 2 d'exhibitions indécentes. Tout cela concerne des faits remontant à 2007 d'ailleurs, lorsque Hargrove avait environ 27 ans. Hargrove est enseignante depuis un certain temps. Hargrove enseignait l'anglais. En fait, elle a même été élue enseignante de l'année. Le district scolaire Brazos Sport Independent School District a publié en 2023 sur Facebook une photo de Hargrove et des élèves indiquant « Ces élèves entament la collecte de données pour leur projet Advanced Placement Capstone ». Brandon Hargrove, enseignant au lycée Brazos Sport, a affirmé qu'à l'issue des 2 ans du programme Advanced Placement Capstone, les élèves sauront mener des recherches, analyser des données et défendre leurs travaux, comme lors d'une soutenance de mémoire ou de thèse. Aujourd'hui, l'image est totalement différente avec ces actes horribles. Nous avons cette victime féminine qui aurait eu entre 15 et 17 ans au moment où ces abus ont eu lieu. Il semble que cette victime ne se soit manifestée qu'en septembre 2023, accusant Hargrove de l'avoir agressée pendant 2 ans, il y a presque 2 décennies, alors qu'elle était mineure. Et c'est ce qui a conduit à l'inculpation et à l'arrestation de Hargrove. D'ailleurs, une caution de 240 000 $ avait été fixée dans cette affaire. Et il est rapporté que c'est à ce moment-là que le district scolaire affirme avoir appris pour la première fois l'existence de cette enquête. En janvier 2024, il a été annoncé qu'elle serait renvoyée après avoir d'abord été mise en congé suite à son inculpation. Les responsables du district ont affirmé « Le district scolaire indépendant de Brazos Sport reste attaché aux plus hauts standards de professionnalisme et d'intégrité pour son personnel. Oh. Nous prenons la sécurité et le bien-être de nos élèves très au sérieux et comprenons que cette nouvelle puisse inquiéter. Si un parent, un élève ou un ancien élève a des préoccupations ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ils listent plusieurs contacts et disent apprécier votre compréhension et soutien en cette période difficile. Et bien qu'il y ait actuellement peu de rapports sur les détails des abus, il y a quelques éléments que nous pouvons tirer de l'acte d'accusation pour comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, il est écrit « Brandon Hargrove, le ou vers le 4e jour de décembre 2007, a alors et là intentionnellement ou sciemment fait en sorte que la bouche de, et c'est caviardé, un enfant de moins de 17 ans entre en contact avec l'organe sexuel de l'accusé. » Il s'agit d'une accusation d'agression sexuelle. Une autre concerne le fait de faire en sorte que l'organe sexuel du mineur entre en contact avec la bouche de l'accusé. D'autres chefs d'accusation concernent des faits encore plus explicites de contact ou d'exposition des parties génitales. C'est très troublant. Que se passe-t-il? Elle plaide coupable, Hargrove aussi, mais aucune peine de prison. Aucune, voilà le marché. Elle reçoit 10 ans de probation avec ajournement du jugement pour agression sexuelle et 10 ans de probation sans ajournement du jugement pour les accusations d'exhibitionnisme. Nous discuterons de la signification de l'ajournement du jugement. Elle doit aussi figurer à vie au registre des délinquants sexuels. Mais tout d'abord, pas de procès et elle plaide coupable sans aller en prison. Le chef de la police de Clute, James Fitch, a dit « Dès le début, nous pensions qu'il était très probable que cela aille au procès. Nous avons été surpris par l'accord de plaidoyer. Les détectives ont beaucoup travaillé pour retrouver ceux qui étaient à l'école il y a 17 ans avec la victime et ceux à qui elle s'est confiée au début. Le bureau du procureur du district a bien inclus la victime. Ils ont parlé à la victime avant que cet accord de plaidoyer ne soit accepté. Selon ce que je comprends, la victime s'est exprimée au tribunal ce matin. Si cela arrive des années plus tard et que vous souhaitez vous manifester, n'hésitez pas sous prétexte que cela fait longtemps. C'est un exemple parfait où notre victime avait ses hésitations il y a 17 ans. Désormais, les forces de l'ordre traiteront cette affaire comme récente et chercheront justice pour nos victimes. Quelle affaire? Je sais, mais nous voulions vraiment vous présenter cette affaire. Je me pose de nombreuses questions et j'ai beaucoup d'idées à ce sujet. Accueillons Dan Shor, ex-procureur pénal et inspecteur municipal qui vient de publier un livre,
Je veux que tout le monde en parle, mais Dan est spécialisé dans ce domaine. On aime toujours l'avoir avec nous. Dan, quel est le livre que tu as écrit? Parce que je pense qu'il est aussi lié à ce dont nous parlons. Mon roman Open Bar est sorti il y a 2 semaines. Il parle des inconduites sexuelles dans les établissements scolaires et de la façon dont les jeunes mineurs sont souvent exploités. C'est un thriller politique traitant de nombreux thèmes. Les gens peuvent trouver ce livre partout où il est vendu ou me suivre sur Substack pour plus d'infos. Maintenant, dans votre histoire, et je ne l'ai pas encore lu, je me demande si l'auteur d'un crime ne recevrait aucune peine de prison, parce que c'est de cela dont nous parlons ici. Comment est-il possible qu'elle ne reçoive pas de peine de prison après avoir plaidé coupable à ce dont elle est accusée? Parce que, pour être clair, selon ABC 13, 10 crimes au 2e degré, n'est-ce pas, des peines de 2 à 20 ans de prison, 2 crimes au 3e degré passibles de 2 à 10 ans. Je ne comprends pas cela. Bien sûr. Donc, je pense que ce qui s'est passé ici, c'est que, tout d'abord, les faits présumés, et ils ne sont plus seulement présumés puisque la prévenue a plaidé coupable, ont eu lieu en 2007. Donc, on parle de 17 ans depuis que cela s'est produit. Et la victime dans cette affaire a déclaré qu'elle soutenait cet accord de plaidoyer. Je pense que c'est pourquoi il n'y a pas eu de prison. En tant qu'ancien procureur spécialisé dans les crimes sexuels, je ne pense pas que quelqu'un, 17 ans après un tel incident, va accepter, qu'un prévenu va accepter dans le cadre d'un accord de plaidoyer d'aller en prison. Donc, si le système judiciaire veut qu'elle aille en prison, ils vont devoir aller au procès, obtenir une condamnation pour qu'elle aille en prison. Dans ce cas, la victime ne souhaitait pas subir un procès 17 ans plus tard, ni revivre cette expérience traumatisante vécue adolescente, pour des raisons compréhensibles. Vous avez entendu le chef de la police de Clute, James Fitch, qui a dit qu'il pensait dès le début qu'il y avait de bonnes chances que cela aille au procès. Nous avons donc été surpris par l'accord de plaidoyer. Il reste possible de poursuivre une personne pour des crimes sexuels, même vieux de 20 ans. Quelles sont donc les difficultés et quels défis ont-ils selon vous? Est-ce lié au moment où cette victime s'est manifestée? Est-ce juste parce que l'affaire est ancienne et que des preuves peuvent être obsolètes? Expliquez-nous. Je pense que dans cette affaire, d'après les rapports des médias, le facteur le plus important est que la victime soutenait cet accord de plaidoyer et n'était pas forcément intéressée à témoigner lors du procès pour obtenir une peine de prison. Et je pense que la plupart des parquets, pour une affaire vieille de 17 ans, si la victime ne veut pas témoigner, ils ne vont pas aller jusqu'au procès et vont proposer un accord de plaidoyer comme celui-ci, surtout s'il n'y a aucune preuve que la personne ait récidivé au cours des 17 dernières années. Maintenant, les accusations ici, abus sexuels sur une adolescente, y compris des relations orales, la pénétration du vagin de la victime, cela mérite certainement une peine de prison. Mais je pense qu'avec la façon dont fonctionne le système judiciaire, encore une fois, un accusé n'acceptera pas un accord de plaidoyer impliquant de la prison 17 ans plus tard. Vous allez devoir aller au procès et obtenir une condamnation. Et je pense que beaucoup de victimes dans des situations comme celle-ci que j'ai vues, et j'ai poursuivi des affaires et enquêté sur des affaires où l'inconduite présumée a eu lieu il y a des années, elles ne veulent pas forcément revivre cela. Une personne victime d'abus sexuels à l'adolescence, ayant surmonté le traumatisme et peut-être suivi une thérapie après 17 ans, peut ne pas vouloir témoigner ni revivre un procès difficile. Et Jesse, tu sais à quel point le contre-interrogatoire peut être difficile et le processus long. Je pense que ces facteurs jouent ici. Je pense que cela concerne moins les preuves en jeu, car il semble que la plaignante, cette victime, était catégorique sur le fait que cela s'est bien produit. Le prévenu a maintenant plaidé coupable et a reconnu tous les chefs d'accusation de l'acte d'accusation. Je pense que c'est surtout une question de procédure et de volonté de la victime, et qu'il est malheureusement impossible d'obtenir aujourd'hui un accord de plaidoyer dépassant la probation 17 ans après. Je ne parle pas au nom de la victime, Itirema. Si vous êtes dans une situation différente, quel est le bon mot? Ce n'est même pas qu'il ne serait pas coopératif, mais il ne serait peut-être pas le témoin le plus solide pour se présenter dans ces circonstances, alors que l'affaire repose autant sur leur témoignage. Vous pouvez comprendre cela. Et écoutez, je pense qu'au final, si l'idée est de dénoncer Hargrove pour qu'elle soit tenue responsable, qu'elle soit punie, qu'elle ne travaille plus dans le secteur de l'éducation, cela pourrait suffire. Ce sont peut-être les conséquences recherchées, mais certains points de cette sanction me laissent perplexe. Qu'est-ce que l'ajournement différé et pourquoi voit-on un ajournement différé pour certaines des accusations, mais pas pour les autres? Eh bien, je pense qu'en partie, c'est parce qu'elle sera en probation pour délinquance sexuelle. Elle devra s'enregistrer en tant que délinquante sexuelle. Cela signifie que vous n'êtes pas condamné à la prison,
mais si vous violez ces conditions, vous risquez une peine d'emprisonnement. Je pense que cela pèsera toujours sur cette prévenue. C'est un aspect clé de l'accord de plaidoyer. Pour la raison pour laquelle cela s'applique à une partie de la condamnation et pas à d'autres chefs, je ne suis pas certain, mais parfois il serait inutile de répéter le même libellé pour chaque peine, car souvent, lors des accords de plaidoyer ou après un procès, il n'y a pas de peine consécutive. C'est souvent en même temps, surtout 17 ans après. Je pense que le simple fait d'avoir cette mesure différée pour certains chefs d'accusation suffit et qu'il serait redondant de l'appliquer à d'autres, mais j'ignore tous les raisonnements des procureurs. Quelle est généralement l'infraction qui ferait revenir cette peine? Bien sûr, cela peut être très strict. La probation pour délinquance sexuelle impose des restrictions sur l'emploi, les déplacements et la proximité des écoles ou activités avec enfants. Si vous tournez vous présenter régulièrement à un agent de probation, d'autres exigences peuvent être jugées pertinentes par l'agent de probation. Donc, un bon bureau de probation pour délinquance sexuelle va surveiller de très près quelqu'un qui plaide coupable. En cas de non-respect des conditions, les agents de probation peuvent se montrer très stricts envers ceux qui enfreignent la probation pour délinquance sexuelle. Donc, si vous êtes en probation pour délinquance sexuelle et que vous risquez une peine de prison, il y a une très, très forte incitation à respecter les règles et à faire tout ce que votre agent de probation vous demande, parce que vous risquez une peine de prison d'État sans qu'il soit nécessaire de prouver votre culpabilité au-delà de tout doute raisonnable à ce stade, puisque vous avez déjà plaidé coupable de l'infraction. La question est de savoir si vous avez enfreint votre probation. Il est donc facile d'être reconnu coupable de violation. Et je pense que c'est quelque chose de significatif. Ce n'est pas comme une peine de prison que la plupart des gens aimeraient le voir en ce moment, mais c'est un problème important pour la prévenue d'avoir à faire face à cela pour le reste de sa vie. Vous avez dit qu'il pourrait ne pas y avoir de problème de preuve dans cette affaire, ni pour obtenir une condamnation en poursuivant. Je ne suis pas sûr de bien comprendre un point intéressant dans l'acte d'accusation. Il aurait été rapporté que ces abus avaient eu lieu sur une certaine période. Ils ont indiqué que cela s'était produit sur 2 ans. Lorsque vous consultez l'acte d'accusation, d'après ce que j'ai pu voir, il semblait que chaque chef d'accusation concernait un acte qui se serait produit le ou vers le 4 décembre 2007, cette date et uniquement cette date. Je ne suis pas vraiment sûr de quelle est la divergence à ce sujet, ni pourquoi cette date a été retenue. Il se peut que des preuves existent pour cette date, ce qui pose la question de l'aspect « qu'aurait eu un procès ?» Mais pourquoi avez-vous vu cela uniquement par rapport à cette date et pas, disons, sur une certaine période? Pourquoi était-ce aussi précis? Oui, j'ai aussi remarqué cela. Je peux vous dire, en tant qu'ancien procureur spécialisé dans les crimes sexuels, pourquoi cela a pu arriver. Dans ce type d'affaires, surtout si un accord de plaidoyer est envisagé, on peut obtenir une mise en accusation sur la date d'infraction la plus évidente et l'intégrer à l'acte d'accusation. Ainsi, vous avez une affaire susceptible d'être poursuivie et vous pouvez ensuite travailler à organiser cet accord de plaidoyer. Vous pouvez ensuite établir un acte d'accusation supplétif pour d'autres affaires. Si une victime affirme « Je me souviens très bien du 4 décembre 2007, il y avait d'autres événements, mais je ne connais pas les dates exactes », ou s'il existe une corroboration inconnue, comme un message texte ou un témoin ce jour-là, les procureurs ont pu juger cette partie du dossier la plus solide. Obtenons un acte d'accusation, puis voyons si un accord de plaidoyer est possible. Et sinon, nous pourrions toujours faire un acte d'accusation supplémentaire qui ajoute des chefs d'accusation. Donc, c'est quelque chose qui arrive souvent. Je ne peux pas dire avec certitude que c'est ce qui s'est passé ici, mais je vois ça arriver souvent. On obtient l'acte d'accusation sur l'affaire la plus solide et on voit ce qui se passe ensuite. Et on peut toujours le remplacer plus tard. Étiez-vous surpris qu'une victime se manifeste tant d'années plus tard? Qu'est-ce que je veux dire par là? Le chef de la police de Clute, James Fitch, a déclaré cela après 2 ans d'enquête, ajoutant que les témoins ont joué un rôle clé. C'est d'après ABC 13. Mais en 2023, il a dit « Malheureusement, cela arrive de plus en plus souvent de nos jours ». Depuis, d'autres lois sont en vigueur. À l'époque, la relation inappropriée entre un éducateur et un élève ne l'était pas. Vous confiez vos enfants à l'école et aux enseignants, puis ce genre de choses arrive. J'ai trouvé intéressant de se demander pourquoi se manifester tant d'années après et pourquoi cela n'a pas été ou aurait pu être poursuivi sans forcément être interdit. Mais encore une fois, ce dont nous parlons, la différence entre il y a tant d'années et aujourd'hui, êtes-vous surpris qu'une victime se manifeste?
Je ne le suis pas de nos jours parce qu'il y a eu un changement tellement radical dans la culture et dans les lois, mais encore plus dans la culture de notre pays concernant les personnes victimes d'abus sexuels, surtout par des personnes plus âgées, qui se manifestent maintenant depuis quelques années. Le mouvement MeToo en 2018 a tout changé, suscitant aussi une nouvelle prise de conscience. Regardez Jessie, ce que vous faites chaque jour. Vous mettez en avant ces affaires et votre public est informé du fait que ce sont des affaires graves et qu'elles doivent être prises au sérieux. En 2007, il n'existait pas d'espace public ou médiatique où les gens pouvaient se reconnaître dans la loi et le crime en disant « cela m'est arrivé ». Je peux le signaler, comme d'autres l'ont fait. Donc, nous avons aujourd'hui une norme culturelle différente concernant le fait de pouvoir se manifester d'une manière qui n'existait tout simplement pas en 2007. Que doivent faire les parents? Comment protéger leurs enfants des éducateurs? Tu as raison, j'en parle presque chaque semaine. Et là, tu parles de quelque chose qui s'est passé en 2007, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas comme si cela venait juste d'arriver. On voit juste cela se produire depuis les 5 dernières années ou quelque chose comme ça. Non, ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis très longtemps. Il y a toujours des incidents de ce genre. Mais si je devais chercher sur Google agression sexuelle ou abus sexuel avec éducateur ou enseignant, je trouverais beaucoup d'histoires. Comment les parents peuvent-ils protéger leurs enfants? Eh bien, je pense que la chose la plus importante, c'est de faire savoir à vos enfants qu'ils peuvent venir vous parler de tout ce qui les met mal à l'aise. Parce que beaucoup d'enfants, ou un adolescent dans ce cas, qui aurait pu avoir une activité sexuelle avec un enseignant, se sentiraient mortifiés à l'idée d'en parler à leurs parents, auraient honte, auraient peur que leurs parents se mettent en colère contre eux pour avoir eu une activité sexuelle avec qui que ce soit, et encore plus avec un enseignant. Et je vois cela encore et encore dans mes affaires où des personnes mineures se sentent isolées. Les auteurs profitent de cet isolement et ils ciblent des personnes qu'ils pensent être isolées. Il est essentiel que les parents disent à leurs enfants « Si tu viens me parler d'un sujet qui te dérange ou d'un abus, je ne me mettrai jamais en colère contre toi. Je te soutiendrai et tu peux te sentir en sécurité en venant me parler parce que beaucoup de ces adolescents qui sont victimes d'abus n'ont pas l'impression d'avoir un environnement où ils pourraient parler à qui que ce soit et cela conduit à ce qu'ils soient victimes pendant une longue période comme cela aurait été le cas ici. Tu as mentionné tout à l'heure que cela pourrait être le seul incident dont nous disposons, ce qui est intéressant lorsqu'on parle de la condamnation. Le chef de la police de Clute, James Fitch, a déclaré que les enquêteurs n'avaient trouvé aucune preuve de victimes supplémentaires. Est-ce possible? C'est bien la vérité, non? Personne d'autre, une seule victime dans cette affaire. Se pourrait-il qu'il y en ait d'autres qui ont simplement choisi de ne pas se manifester? C'est une possibilité. Accepter qu'ils n'ont trouvé aucune preuve de victimes supplémentaires. A. Comment le savent-ils? Qu'est-ce que cela implique? B. Si c'est exact, cela vous surprend-il? D'accord. Vous soulevez de bons points. Je pense qu'ils disent simplement que personne d'autre n'a signalé d'accusation d'abus. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui, en silence, continue de vivre avec le traumatisme d'abus subis il y a de nombreuses années, tout comme cette victime. Cela s'est produit en 2007 et maintenant nous sommes en 2025. L'acte d'accusation date de 2024. Il faut du temps pour que les gens se manifestent. D'autres pourraient encore ne pas l'avoir fait. Quand une affaire attire l'attention médiatique, d'autres personnes se manifestent, se sentant encouragées. Ils ont l'impression qu'il y a une sécurité dans le nombre pour dénoncer quelqu'un. Beaucoup de victimes, surtout lorsqu'elles étaient jeunes, doutent d'elles-mêmes, se blâment et voir d'autres personnes se manifester leur fait ressentir, vous savez, que ce qu'elles ont vécu était une injustice. Alors, qu'ont-ils fait pour confirmer qu'il n'y avait pas eu d'autres incidents d'abus sexuels au cours des 17 dernières années? Je ne peux pas imaginer qu'ils aient vraiment parlé à toutes les personnes qui ont interagi avec cet accusé ou qu'ils aient mené une enquête vraiment approfondie sur chaque élève qui a eu des contacts avec elle. Aucun signalement n'a été fait, ce qui compte. Cela ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé, mais nous avons un système judiciaire pour une raison. Les gens sont innocents jusqu'à preuve du contraire. On part du principe qu'ils n'ont pas commis de faute, à moins qu'il y ait des preuves de cette faute. Et dans ce cas, nous n'avons rien qui montre qu'il y a eu d'autres fautes. Je pense que la plupart des tribunaux et des parquets considèrent qu'une période de 17 ans sans plainte, même si cela n'exclut pas des faits, reste un élément majeur pour fixer la sanction et la peine. Et quelque chose dont j'ai parlé plus tôt, juste pour bien insister là-dessus, concerne l'école et le district scolaire. Il y a eu une réaction immédiate pour la mettre en congé, puis finalement la licencier. Cela semblait être un choc pour eux. Ont-ils des actions internes à mener ou des démarches pour comprendre l'origine de la situation?
Encore une fois, cela pourrait être différent d'une situation où il y aurait eu plusieurs victimes sur une longue période. Face à une seule victime, que faire? Que doit-on faire? Bien sûr, et je fais face à cela constamment. Je mène des enquêtes pour des écoles qui analysent souvent le passé pour voir ce qu'elles auraient dû faire. Et une chose à comprendre, c'est pourquoi personne n'a été informé de cela en 2007, ou si quelqu'un a été informé de cela à l'école, pourquoi rien n'a été fait. Parce que lorsqu'il y a un schéma continu d'abus sexuels, et les allégations ici sont que, comme vous l'avez dit, cela a duré pendant une longue période, bien au-delà de la seule date de l'acte d'accusation. Il est peu probable que personne n'ait rien su, même si cette autre personne n'était qu'un camarade de classe, elle aurait pu savoir quelque chose. Maintenant, pourquoi cela n'a-t-il pas été signalé aux personnes plus haut placées dans l'école? C'est vraiment important de comprendre cela, non seulement pour pouvoir regarder en arrière et voir ce qui a été mal fait, mais aussi pour vous en informer maintenant. Parce que s'il y avait une culture et une ambiance où les gens dans l'école n'étaient pas capables de faire remonter ces choses, et si cette culture et cette ambiance existent encore aujourd'hui, alors cela pourrait se reproduire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'évaluations sur pourquoi cela n'a pas été su plus tôt et qu'est-ce qui est différent maintenant. Si cela se produisait aujourd'hui dans notre école, les gens oseraient-ils le signaler? Nos politiques et procédures sont-elles adaptées? J'ai vu des cas, comme je l'explique dans mon livre, où cela a été signalé à des personnes qui n'ont rien fait par manque d'intérêt ou par crainte de représailles, où beaucoup de gens à l'école, parfois malheureusement, se disent « Je veux juste baisser la tête, passer la journée et rentrer chez moi auprès de ma famille et ne pas m'impliquer dans quoi que ce soit de controversé ». Ce sont donc certains des facteurs auxquels les écoles sont confrontées et elles doivent mener une enquête interne pour comprendre pourquoi cela n'a pas été signalé plus tôt. Et bien sûr, c'est un sujet difficile, mais merci beaucoup pour votre expertise à ce sujet. Et j'encourage tout le monde à aller découvrir votre livre également. Merci beaucoup. Merci Jesse Guéron, c'est important de mettre en avant ces histoires. Merci de m'avoir invité et d'en parler. Très bien. Tout le monde, c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme habituelle. Je suis Jesse Weber. Je vous parlerai la prochaine fois